L'Asie, c'est l'ADN de notre maison, les missions étrangères de Paris. Nous sommes, depuis 360 ans, présents dans 14 pays d'Asie. Les conditions sont évidemment pas les mêmes que celles d'un prêtre français parce que dans le pays carême, on est dans la jungle. Au sein du Vatican, les prêtres qui s'engagent aux missions étrangères de Paris, ils ont une oreille attentive parce qu'ils sont dans des lieux où il est difficile d'aller. Donc ils sont un relais, ils ont une aura. Quant au contrôle des missions étrangères sur leurs propres prêtres, il est quand même assez lâche pour ce que j'ai pu en constater. Nous sommes en pays carène, aux confins de la Thaïlande. Les missions étrangères de Paris œuvrent en faveur de cette minorité ethnique depuis plus de 50 ans. Ce jour-là, ces fidèles rendent hommage au fondateur de la mission, le père français Gabriel Tigréat, décédé en 2007. Pendant plus de 30 ans, le pensionnat du Père Tigréat a accueilli jusqu'à 260 enfants. Pour le meilleur et parfois pour le pire. We sleep in the same room, and then in the morning, he come and pick up one of the boy, and then go to the bed together. And actually, it's not appropriate, but I don't know because at that time I'm very young, and my friend also very young, and we know nothing at the moment. Cet homme est un ancien du pensionnat. Nous l'appellerons Vinay. À demi-mot, il décrit les agressions sexuelles répétées qu'il a subies durant l'enfance de la part de Gabriel Tigréat. He said that you are my son, and I love you, and you love me, or something like that. And you know, he I cannot say deeply about that, but I think that it's not appropriate to do with a child, something like that. Notre enquête sur les missions étrangères de Paris commence avec ce témoignage. En Thaïlande, la pédocriminalité est un sujet tabou. Nous filmons en caméra discrète. Les instincts prédateurs du Père Tigréat se confirment. Depuis des décennies, le peuple transfrontalier des Karen est persécuté par la junte birmane. Beaucoup fuient les combats et la misère en quête d'un refuge en Thaïlande. Selon nos sources, leurs bienfaiteurs leur promettaient un avenir meilleur en échange de faveurs sexuelles. ชวนเข้าไปนอนเล่นที่บนเตียงกับพ่อนะพ่อสอนนะคุณต้องเป็นคนดีนะคุณต้องทำนี้เป็นคนดีนะ
อย่าไปทำเสียพ่อเสียใจพ่อจะส่งไปเรียนสูงๆพ่อจะตั้งใจให้คุณไปเรียนคุณพ่ออย่าเรียนคุณครูเรียนหมอเรียนอะไรพ่อจะส่งเสริมพ่อชวนผมไปที่น้องเขานะพ่อบอกว่าผมว่าต่อไปครูต้องเป็นครูคำสอนนะพ่อจะส่งไปเรียนครูคำสอน If we don't have this priest, we will not receive any education, and also benefit and misbehavior is like make me hard to say or criticize about that, and I'm feeling like a betray to him. Vinay s'est longtemps muré dans le silence, avant de croiser le père Camille Rio, un autre missionnaire français très engagé sur la question des abus. Je me souviens de cette confidence. Il m'avait dit à ce moment-là, nous, on ne se considérait pas comme des victimes. On pensait que c'était normal. On pensait que c'était le pendant de tout ce qu'on avait reçu de ce prêtre, et que c'était le prix à payer presque. Donc là, je me suis dit, effectivement, il y a quelque chose qui tourne par rond, quoi. Pendant 6 ans, le père Camille a vécu auprès des Karen. Le père Camille Rio est un missionnaire extrêmement doué. Tout ce qu'il a mis sur pied était vraiment reconnu. C'est un travailleur infatigable. Pourtant, ses supérieurs l'ont rappelé en France, loin de sa mission. Il vit aujourd'hui à Paris, dans une chambre de bonne prêtée par approche. Et comme chacun d'entre nous, on a nos qualités, nos défauts, nos limites. Le père Camille a mené un certain nombre de dossiers. Malheureusement, ça s'est tendu et nous espérons que ça puisse s'assouplir. Selon Camille Rio, ces signalements dérangent. Voilà 5 ans qu'il dénonce dysfonctionnement et abus sexuels présumés au sein de sa société. En juin 2020, lorsqu'il rapporte le témoignage de Vinay à sa hiérarchie, le père Camille tombe de haut. Le soir même, je téléphone à mon supérieur général, c'est-à-dire le supérieur général des missions étrangères de Paris, qui est à l'époque le père Gilles Rétinger. Gilles Rétinger est aujourd'hui évêque auxiliaire de Strasbourg. Le voici en photo en 2019 avec le pape François. Son nom est au cœur de l'affaire des MEP. Je lui explique la réalité des faits entendus et de ce témoignage. Et en retour, j'entends que je m'entends dire qu'ils étaient au courant depuis quelques mois, qu'à l'évidence tout est vrai, mais que je n'ai aucune inquiétude à avoir dans la mesure où nos avocats ayant été consultés, les missions étrangères sont à l'abri. En juin 2020, Gilles Rétinger assure avoir transmis le dossier à Luis Antonio Tagle, le responsable à Rome des congrégations missionnaires. Le cardinal Tagle a en sa possession l'ensemble des documents, témoignages et descriptions des faits. Il m'a dit qu'il agirait au plus vite. Tagle est un cardinal philippin très influent au Vatican. J'étais persuadé moi-même que devant la gravité des faits rapportés, on agirait avec diligence et célérité. Manifestement, ça n'a pas vraiment été le cas. Mais les années passent et rien ne bouge. Dès lors, le père Camille multiplie les alertes. Des centaines d'emails qu'il conserve en lieu sûr. Il y a de la correspondance avec mes supérieurs, avec des responsables romains, avec des confrères. Moi, la seule façon que j'ai de juger de l'engagement de mes supérieurs sur ces questions, c'est de constater sur place, au sein de ma mission. Or, je constate qu'au sein de ma mission, non seulement rien n'a changé, mais ma situation personnelle s'est gravement dégradée. Quelle est cette organisation à laquelle appartiennent Gabriel Tigréat et Camille Rio? Les missions étrangères de Paris, les MEP,
Une société catholique créée au XVIIe siècle pour évangéliser les peuples d'Asie. Aujourd'hui, la société compte 150 prêtres, présents dans 14 pays. Elle a contribué à fonder l'église de Thaïlande. Leur site recense les anciens missionnaires. Mais aucune trace de Gabriel Tigréat. Au sein de l'Église catholique, les MEP sont une société de prêtres très connue. Le fait qu'ils aient leur siège social à Paris, ils se dégagent un faste, les lieux sont très beaux, ils sont juste à côté de Matignon. Voilà, messieurs, dames, si vous voulez bien me suivre. Juin 2022. Notre enquête commence à peine. Nous profitons d'une exposition pour obtenir une autorisation de tournage en ce haut lieu de l'Église catholique. Voilà. Alors, dans cette salle des martyrs, vous avez tous les objets qui sont ici, sont en relation avec les pères des missions étrangères de Paris qui ont donné leur vie pour le Christ. Ce sont des prêtres qui ont été nommés vicaires apostoliques par le pape Alexandre VII et qui ont parcouru ces longues distances à pied pour rejoindre le Siam, l'actuelle Thaïlande. Voilà. Oui, monseigneur. C'est notre première rencontre avec l'actuel supérieur général des missions étrangères. Ce qu'on appelle l'évangélisation, c'est porter l'évangile, l'amour du prochain, l'accueil de l'étranger. Et donc, depuis 1658, les pères des missions étrangères partent vers des pays pour annoncer le Christ, dans le respect des peuples et des cultures. Un an plus tard, la vénérable institution est ébranlée par une série de scandales. On va revenir sur les révélations qui bouleversent les missions étrangères de Paris. L'évêque auxiliaire de Strasbourg dans la tourmente. Y a-t-il eu des abus dans l'une des plus prestigieuses organisations catholiques, les missions étrangères? Voilà, messieurs, dames, venez, on va descendre par ici. Quand l'affaire éclate, au printemps 2023, cela fait 1 an que nous enquêtons sur les MEP. Nous avons contacté des dizaines de personnes. On nous parle double vie, emprise morale, abus sexuels à l'étranger et même en France. Une enquête complexe, toutes nos sources ou presque ont voulu rester anonymes. Il y avait une ambiance, des comportements à mon égard qui laissaient penser à des avances. Déjà, j'avais un côté très entreprenant et très recruteur. Dès qu'ils voyaient certains jeunes, ils s'excitaient. C'est un comportement homo un peu lourd, tout le monde était plus ou moins au courant dans la maison. Beaucoup de jeunes, psychologiquement une certaine instabilité affective. Je vous prie de ne pas insister davantage, je ne souhaite pas être mêlé de près ou de loin à ce reportage. Automne 2022. Voilà 3 mois que Camille Rio a été rappelé en France. Ce jour-là, il est convoqué au siège des MEP, accompagné de son avocate. Le missionnaire fait l'objet d'une procédure de renvoi. Mais bon, à un moment... non. 2 heures plus tard, clairement non. La réunion n'a rien donné. C'est pour ça, à un moment, je dis, on marche sur la tête. Bon, bah, c'est un dialogue de sourds, en fait, mais c'est pas nouveau. Donc voilà. Donc on est dans un dysfonctionnement complet de cette congrégation, mais de manière plus large de cette institution. C'est pas une personne qui alerte qui doit être sanctionnée, mais bien ceux qui sont à l'origine de ces dysfonctionnements. Le sort du prêtre lanceur d'alerte reste incertain. Notre enquête prend alors un tour inattendu. À l'autre bout du monde, au Japon, une autre affaire vient d'éclater. Sur sa chaîne YouTube, un expatrié français affirme avoir été violé par un prêtre des missions étrangères. Est-ce que tu réalises que tu as abusé de moi? Il s'appelle Timothée. Fin juillet 2022, il rentre en France à la demande des MEP. Timothée a 39 ans. C'est la seule victime présumée de prêtre MEP qui a accepté de témoigner face caméra. Je suis autiste Asperger. D'emblée,
Il nous parle de son trouble autistique qui le rend vulnérable et dont aurait profité son agresseur. Asperger, on a peur du monde. Je suis pas capable de prendre le métro. Je suis pas capable de prendre le bus. Timothée nous confie avoir été violé à plusieurs reprises à l'adolescence. À 20 ans, il fuit la France et part au Japon. Il y rencontre sa femme, fonde un foyer, ouvre un restaurant. Le dimanche, il va à la messe au MEP. J'étais heureux de vivre au Japon, avec ma femme Kyoko, avec nos filles. Nous étions entourés des missions étrangères de Paris. Sa vie est ponctuée de périodes de dépression. Lors de l'une d'elles, en juillet 2022, Timothée part s'isoler sur la presqu'île d'Hokkaido. Il y rencontre un prêtre local des MEP, le père Philippe, ici à gauche. Le missionnaire français l'héberge, il devient même son confesseur. Avant, selon Timothée, de l'agresser. Et là, je suis pris de panique, je vais partir. Quand je pars, il fait barrière, il m'enlace comme ça, et une fois qu'il a fini, il me lâche, et là, je me sauve dans la chambre. D'après Timothée, le père Philippe le suit alors dans sa chambre. J'avais la tête dans mon oreiller, j'en pouvais plus, j'étais recroquevillé, et puis arrivé une fois, qu'est-ce qui se passe? Je sens une chose bizarre dans mon cul, dans mon anus. Pendant des heures, il va nous décrire les rapports contraints qu'il aurait subis, son état de sidération, incapable de repousser son agresseur présumé. Je ne savais pas qu'un prêtre pouvait abuser de personnes vulnérables. Je ne savais pas que, en me confiant, en me confessant sous sacrement et en me confiant à Père Philippe, j'allais tomber dans le panneau. Le souvenir de viols anciens lui donne la force de réagir. Timothée porte plainte. On a une forme d'emprise morale qui était très forte, liée au respect que monsieur avait pour la fonction de prêtre. Donc il était au courant du rapport d'autorité qu'il avait sur monsieur. Il avait d'ailleurs été son confesseur, et dans l'Église, on parle dans ce cadre d'abus d'autorité. En août 2022, Vincent Sénéchal, le supérieur général des MEP, reçoit Timothée. Il informe par email l'ensemble de la société et saisit la justice. Philippe conteste l'absence de consentement. Prenant mes responsabilités, je viens donc d'envoyer un signalement au procureur de la République pour lui demander d'aider à la manifestation de la vérité. Le père Philippe a été rapatrié du Japon et placé dans une résidence pour religieux dans un village à 2 heures de Paris. Nous nous y rendons en caméra cachée. Bonjour. 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 On est journaliste pour France 24. Pardon, mais comment est-ce que vous êtes venu ici? En fait, on travaille depuis un petit moment sur la société de prêtres à laquelle vous appartenez. Notre échange avec le père Philippe durera une quinzaine de minutes. Dans quel état d'esprit vous êtes, vous? Mais ça vaut personne. Je n'ai pas du tout envie d'entrer dans un truc où ça se publie. Si lui, il publie des trucs, il va voir des journalistes, il s'agite, et ben qu'il s'agite, mais à un moment, la vérité se fera. Parce que lui, il dit que c'était pas consenti. Oui, non. Pour l'instant, on va s'en tenir à ça, et puis je vous recontacte.
Le père Philippe ne nous recontactera pas. Quant à son avocate, elle n'a pas souhaité répondre à nos questions. Selon elle, il s'agit de relations sexuelles consenties. Tu enregistres ou non, je sais, c'est important. Je t'écoute. Timothée a décidé de mener sa propre enquête sur la sexualité au sein des MEP. Il a même enregistré, avec son accord, les confessions du père Philippe. Je ne veux plus vivre ma vie à ma guise en me moquant de Jésus et du prochain, de toi. Jésus exige la vérité et le vrai amour. Donc là, le vrai amour, en l'occurrence, c'est de réparer ce que je t'ai fait à l'Église. Le père Philippe assure avoir mal interprété l'amitié que Timothée lui portait. Dans ses enregistrements, il raconte sa double vie au sein des MEP. Il décrit un environnement dans lequel de jeunes séminaristes seraient parfois initiés à la vie sexuelle par des prêtres en responsabilité, plus âgés, et qui jouissent d'un ascendant sur eux. Et l'autre chose, c'est... en fait, j'ai été introduit dans un système. J'ai appris à être comme ça. Ça veut dire quoi, tu as appris à être comme ça? J'ai été un bon nouvel arrivé. D'accord. Une bonne nouvelle recrue. Oui. Comme objet sexuel et... Objet sexuel. Derrière ces mots, c'est bien la question du consentement qui se pose. Ouais, je voulais bien faire. Enfin, c'est des gens bien. Je me rendais pas compte. Pour moi, non, c'était des gens bien. Je voyais pas. Sophie Lebrun est journaliste à l'hebdomadaire chrétien La Vie. Elle est spécialiste de l'emprise et des violences sexuelles au sein de l'Église. Il se passe au MEP ce qui se passe dans toute l'Église catholique. Certains prêtres vont chercher des situations dans lesquelles ils vont pouvoir exercer du pouvoir, utiliser leur position de prêtre pour assouvir des pulsions sexuelles qu'ils n'ont pas réalisées être des agressions et qui sont hors la loi à tout point de vue. Au point de vue de leurs vœux, au point de vue du respect de la personne et au point de vue de tous les engagements qu'ils ont pris. Par email, le père Philippe a livré un autre détail à Timothée. L'un des premiers responsables MEP à l'avoir initié, alors qu'il était jeune séminariste, serait Gilles Rétinger. Il a été pour moi un mentor dans le domaine du sexe et de la double vie. Gilles Rétinger, cet ancien supérieur des MEP alerté par Camille Rio sur les abus présumés en Thaïlande. Il nie toute relation avec le père Philippe. Dire que Gilles Rétinger est l'initiateur, je dirais, d'une certaine expression de l'homosexualité, il le conteste totalement, formellement. Il a déjà engagé un certain nombre de poursuites contre ses accusateurs. Retour en Thaïlande, chez les Karen, à la frontière birmane. Camille Rio, le prêtre lanceur d'alerte, a signalé Gabriel Tigréat, mais aussi 2 autres prêtres MEP. L'un d'eux est encore en vie. Il tenait un pensionnat. Nous l'appellerons le père X. Manat, un prêtre thaï, est le premier à avoir alerté sur le père X. Le prophète. Il accepte des jeunes, des petites encore, mais il a une autre réaction à lui. Je n'ose pas dire. C'est négatif.
C'est pourquoi il a disputé avec les sœurs et après avec les catéchistes et tout ça. Donc, au dernier moment, donc, que les autorités de MEP de Paris a dit à lui d'aller à... Le père X a été envoyé dans un autre pays d'Asie. Dans un autre village, un prêtre nous livre plus de détails. Nous l'avons enregistré à son insu. Someone confirmed he touched special part of the boy. The young people who live here maybe one or two people confirm the same. Selon une troisième source bien informée, le père X ciblait les petits réfugiés birmans, les plus vulnérables des Karen. Le siège des MEP en Thaïlande se trouve à Bangkok, la capitale du pays. Le dimanche, c'est jour de messe pour les expatriés français. Brice Testu, le nouveau responsable régional, assure être au courant des abus de feu le père Tigréat. De l'histoire ancienne, rien d'autre à signaler selon lui. Alors, en ce qui concerne les missions étrangères, aujourd'hui, je serai celui vers qui ça remonterait. Ça fait 1 an que je suis en poste, je n'ai, mais enfin, quand je veux dire rien, mais alors rien. Il n'y a absolument aucun cas d'abus ou spirituel ou sexuel qui me soit remonté depuis 1 an. Absolument aucun. À Paris, Vincent Sénéchal est lui aussi catégorique. Dans cet email de novembre 2021, le patron des MEP écrit: L'enquête du supérieur MEP local, qui a interviewé 11 personnes, n'a pas établi la vraisemblance d'agression. Oui, j'ai l'intime conviction concernant ce cas que tout ce qui devait être fait a été fait. Sauf à ce que des éléments nouveaux me soient fournis. Au terme de cette enquête, j'ai l'intime conviction que ce prêtre sur lequel il a été enquêté ne représente pas de danger. Mais de notre côté, nous avons eu des doutes sur l'enquête des missions étrangères. Ils sont nés d'une conversation avec Vinay, la victime Karen du père Tigréat. Vinay est l'un des témoins interrogés par les MEP. Yes, I'm trying to find a good place to speak about this case. Lors de cet appel, il nous révèle que l'enquêteur des missions étrangères n'a pas jugé bon de rencontrer d'autres victimes. I already told Father Nicholas, I think that not only me, but as I told you, the other kids before, you know, they also, not only me, so we can find another one to involve, I think, something like that. But he said, no, he doesn't. We don't want to do like something like that. Peut-on établir la vérité sans rechercher des victimes ? Dans le même courrier interne, le supérieur général assume la démarche. Il n'est pas bon pour les victimes de faire une recherche active. Cela pourrait être considéré comme une seconde violence qu'on leur imposerait. Il y a une différence entre aller chercher des personnes pour aller voir une personne et lui dire « voilà, vous avez vécu telle année, est-ce qu'il s'est passé quelque chose ?» Là, vous êtes dans une démarche proactive. En revanche, faire passer l'information que vous êtes à disposition, voilà ce que nous avons fait. Ménager les victimes, c'est aussi le credo du cardinal Taglé, cet ancien archevêque de Manille, devenu le responsable des MEP au Vatican. Benedict XVI.
I think for us, legal action, exposing persons, both victims and abusers, to the public, either through media or legal action, that adds to the pain. Au vu de ces déclarations, il m'apparaît assez évident que le cardinal Tagle est assez peu favorable à ce que les dossiers des abus sexuels sur mineurs dans les églises de mission soient ouverts. Parce que si on l'ouvre, on ouvre la boîte de Pandore. En France, depuis peu, la justice s'intéresse aux MEP. Pas de pédocriminalité, mais des affaires d'abus sexuels présumés sur de jeunes adultes en situation de fragilité. Allô? Les MEP de dimanche? Alors, il y en a une au Lion d'Angers à 11h. Au printemps 2023, une série de scandales éclabousse les MEP. Le premier implique un prêtre qui officie dans une paroisse de l'ouest du pays. Je pense que ici, ça doit être le père Emmerich. En avril, la presse catholique révèle que le parquet d'Angers a ouvert une enquête contre le père Emmerich. L'onde de choc est loin d'être passée. Vendredi, nous apprenions que le curé de la paroisse, le père Emmerich, avait été mis en garde à vue et son domicile perquisitionné dans le cadre d'une enquête pour viol aggravé et non-dénonciation de crimes. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que la grâce et la paix de Dieu notre Père... Quand l'affaire devient publique, nous enquêtions déjà sur le père Emmerich. Nous l'avions même filmé en caméra cachée. Selon nos informations, 2 victimes présumées ont été entendues par les gendarmes. Nous avons contacté l'une d'elles. Ce jeune homme, nous l'appellerons Aurélien. Moi, j'ai tout ce que j'avais à dire à la gendarmerie et j'espère que, effectivement, les choses suivront son cours et que on prendra de ce qu'il fait. S'il y a eu d'autres faits, que la justice passe, mais moi, comme c'est des faits qui datent de 10 ans, voire plus, donc j'ai rien à attendre de la justice. Et de la justice de l'Église? De l'Église, il n'y a rien qui peut se passer. L'Église, elle se protège. La première fois qu'Aurélien ose se confier, c'est à cet homme, en 2015. Nous l'appellerons Joseph. Il tient à rester anonyme pour préserver sa vie privée. Joseph est le premier à alerter sur les MEP. À l'époque, il est étudiant et loge à la Maison Mère à Paris. En novembre 2015, j'apprends qu'un jeune homme que je connais a eu des relations qui me dit non consenties avec Emmerich. Ce que le jeune homme m'avait dit avec pudeur, c'est qu'en fait, il était en situation de difficulté et de difficulté financière. Et que du coup, le père Emmerich lui donnait de l'argent et que du coup, en échange, il a dû avoir des relations sexuelles. Des années plus tard, Aurélien a livré les détails de son agression à la journaliste Sophie Lebrun. Et alors qu'il se trouve dans les lieux de l'église, ce prêtre va lui glisser à l'oreille que, avec tout ce qu'il fait comme effort, Aurélien devrait être plus gentil avec lui. Et à ce moment-là, dans un geste très soudain qui surprend Aurélien et qui ne lui laisse absolument pas le temps de réagir, le prêtre baisse son pantalon et lui fait une fellation. À ce moment-là, Aurélien ne peut pas bouger. Il explique après qu'il était tétanisé, que la suite de la visite, il n'en a quasiment aucun souvenir, et que par contre, le reste du séjour, il va tout faire pour ne plus jamais être en présence seul de ce prêtre. Et qu'ensuite, ils ne se sont plus jamais parlé. L'Église catholique condamne encore l'homosexualité. Dans le milieu conservateur où il a grandi, Joseph, lui-même homosexuel, en a beaucoup souffert. C'est en fait une culture dans laquelle l'homosexualité est considérée comme un vice et un péché. Ces personnes-là, en fait, c'est des personnes qui sont fragiles et qui sont fragilisées par la doctrine
et qui les conduisent finalement à être les premières victimes des emprises et des abus. D'après lui, si Aurélien, la victime présumée du père Emeric, n'a pas porté plainte, c'est pour ne pas dévoiler son orientation sexuelle. Quand on est catholique et homosexuel, et ben en fait, il y a une honte à être homosexuel, du coup on le cache. Et du coup, porter plainte, c'est livrer son homosexualité au grand public, c'est livrer une honte, et en fait, non, c'est compliqué. C'est un des facteurs qui va faire que ces victimes ont du mal à dire les choses, parce qu'elles ont peur du regard qu'on va porter sur elles en tant que victime et en tant qu'homme qui a été forcé à subir un geste sexuel de la part d'un autre homme. Nous avons cherché à joindre le père Emeric. Malgré nos relances, il ne donnera pas suite. D'après nos informations, le père Emeric aurait été couvert par la hiérarchie des MEP et même de l'Église. Ce missionnaire a longtemps servi au Japon. Mais en 2011, il est brutalement rappelé en France. La raison, une relation homosexuelle consentie, mais qui menace de déclencher un scandale. Le supérieur général des MEP est alors un certain Georges Collomb. Il décide de nommer le père Emeric responsable du pôle jeunesse, à la maison mère à Paris. Père infiniment bon, ôtez-moi ce doute, délivrez-moi de ce tourment. Le père Emeric encadre alors les étudiants logés au MEP et les futurs séminaristes. C'était donc une erreur de discernement de la part de Collomb. Vous ne pouvez pas le mettre en paroisse suite aux affaires du Japon, mais il le met responsable des vocations et donc du recrutement des futurs séminaristes. Et en lien avec des jeunes, et que des garçons. 3 ans plus tard, le père Emeric est accusé d'avoir agressé le jeune Aurélien. Georges Collomb, le supérieur général, ne dénonce pas les faits. Il se contente d'envoyer l'agresseur présumé dans un couvent de bonnes sœurs. Au même moment, Joseph apprend que Georges Collomb lui-même aurait agressé un homme. Il décide d'alerter l'une des figures les plus influentes de l'Église, le cardinal Barbarin, alors archevêque de Lyon. En allant voir le cardinal Barbarin, on va au sommet de la pyramide pour essayer de faire réagir sur quelqu'un qui est haut placé, c'est le supérieur d'une congrégation. Il y a 300 personnes, donc c'est un supérieur qui dépend directement de Rome. Nous avons contacté le cardinal Barbarin. Il ne souhaite pas faire de commentaires et dit réserver ses réponses aux gendarmes. Selon notre enquête, au moins 2 autres dignitaires de l'Église ont aussi été informés des signalements visant Collomb. Luigi Ventura, alors représentant du pape en France, il dit n'en avoir aucun souvenir. Et l'ancien archevêque de Paris, Monseigneur André XXIII. Pourtant, quelques mois plus tard, Georges Collomb est ordonné évêque de La Rochelle, en grande pompe. Le même André XXIII préside la célébration. Je voudrais bien transmettre mes remerciements à sa sainteté, le pape François, pour la confiance qu'il me fait, que l'Église me fait. Et bien sûr, La nomination de Collomb m'a complètement retourné en disant mais c'est pas possible, enfin, qu'est-ce qui se passe? Beaucoup de personnes ont été au courant au sein de la structure de l'Église. Personne n'a agi. Nous avions approché l'évêque Georges Collomb à Lourdes. Nous enquêtions déjà sur cet ancien supérieur des MEP. Face à notre caméra, il jouait les monsieur propres. Chaque fois qu'une personne signale un fait qui est répréhensible par la loi, je signale au procureur. Non, honnêtement, là, je pense qu'on ne peut pas reprocher aux évêques de cacher. Ça, c'est faux. Voilà, je peux vous dire. Et bon dimanche. Mais 7 mois plus tard, France Inter,
L'évêque de La Rochelle, Georges Collomb, sous le coup d'une enquête ouverte par le parquet de Paris il y a moins d'un mois pour des... Une enquête pour tentative de viol. Car après 10 ans de silence, sa victime présumée est sortie de l'ombre. Nous l'appellerons Nicolas. Il séjourne régulièrement au MEP. À l'hiver 2013, alors qu'il est de passage à Paris, Georges Collomb l'invite dans son logement de fonction. J'arrive dans son appartement en toute confiance. Moi qui a un grand respect pour l'institution catholique. Il m'invite à prendre un café que je n'ai jamais bu. Au lieu d'un café, le supérieur général lui propose un massage. J'accepte contre toute attente puisque je n'étais pas préparé à ça. Je n'ai pas eu le temps de réfléchir. Donc Georges Collomb fait une friction sur mon dos et me tire vers son lit. Et voilà que le massage continue 1 minute à peine et qu'il arrache mon pantalon en agrippant ma ceinture avec une grande violence. Il m'a retiré mon pantalon et il a mis sa main où il ne fallait pas la mettre. Voilà. J'ai peine à raconter les choses dans le détail, mais tout le monde peut imaginer comment ça s'est passé. Et voilà, c'est catastrophique. Allô ? Allô, Georges Collomb ? Lui-même, oui. Il y a une enquête dont je ne réponds pas. Je nie ces faits. Voilà. Je me suis mis en retrait pour éviter, parce que j'estime quand un ministre est attaqué, il démissionne du gouvernement, il se met en retrait. Je fais la même chose. Voilà, chère madame, je vous souhaite un bon été. Nicolas a été entendu par la police. Il n'a pas voulu porter plainte. Je n'ai pas porté plainte de peur de nuire à l'image de l'Église. Je n'ai pas porté plainte de peur de nuire à l'image des missions étrangères de Paris, pour qui j'ai le plus grand des respects. J'ai voulu également préserver la carrière de mon ami prêtre, qui n'était autre que le subalterne de mon agresseur. Cet ami, c'est Gilles Rétinger. À l'époque, il est numéro 2 des missions étrangères, derrière Georges Collomb. En 2016, il prend sa place à la tête des MEP. C'est lui que le père Philippe désigne comme son initiateur lorsqu'il était séminariste. Lui aussi aurait couvert le père Emmerich, accusé d'agression sexuelle. Camille Rio critique sa gestion des signalements en Thaïlande. Et dans le cas de Georges Collomb, Gilles Rétinger n'aurait pas signalé les faits présumés. Voulez-vous remplir de façon irréprochable la fonction de grand prêtre et de pasteur ? Oui, je le veux. Lui aussi est passé des MEP aux hautes sphères de l'Église. Le 4 juillet 2021, Gilles Rétinger est sacré évêque auxiliaire de Strasbourg. À ce jour, il ne fait l'objet d'aucune poursuite pénale et nie tout en bloc. Il ne se laissera pas faire. Tout cela n'est pas sérieux et effectivement, il va continuer sa mission et il entend pouvoir assumer ce pourquoi le pape l'a nommé avec détermination et courage. Pendant des années, ces affaires sont restées dans l'ombre. Vincent Sénéchal a succédé à Georges Collomb et Gilles Rétinger à la tête des MEP. Il a transmis les signalements à la justice. Le nouveau supérieur général rejette toute responsabilité de l'institution. Il n'y a pas de culture de l'abus aux missions étrangères.
Nous protégeons personne qui aurait franchi la ligne rouge de la loi ici. Qu'il y ait l'une ou l'autre personne qui n'ait pas respecté son célibat, voire une ou l'autre personne qui se soit retrouvée dans des manquements individuels, ça ne fait pas pour autant un système. Non. Pour l'heure, 3 enquêtes judiciaires sur les MEP sont en cours. Toutes les personnes mises en cause dans ce film sont présumées innocentes. De son côté, Nicolas hésite encore à porter plainte devant la justice des hommes. Sa foi en l'Église est intacte. Dans l'état actuel des choses, j'attends de voir ce qui se passe d'un point de vue de la justice ecclésiale pour, le cas échéant, continuer ou pas vers une plainte devant la justice française. Après ces alertes restées lettres mortes, Joseph a tourné le dos à la religion catholique. Selon lui, l'Église n'en a pas fini avec les affaires de violences sexuelles subies par de jeunes adultes vulnérables. Elles sont sous emprise, elles ont des traumas sexuels. Ça sortira dans 10 ou 20 ans. Ce sera le scandale suivant. C'est le début du MeToo gay dans l'Église. Hop, je réduis ma vitesse et je laisse le bateau tourner tout seul. Timothée est retourné au Japon, retrouver sa famille et son bateau. Il ignore si sa plainte contre le père Philippe donnera lieu à un procès. Depuis l'Asie, il fait trembler les MEP en divulguant sur sa chaîne YouTube les secrets de la société. Et je mènerai combat jusqu'à la fin, uniquement pour les victimes qui n'osent pas parler, pour les adultes vulnérables, mais aussi pour moi. En mai 2023, Vincent Sénéchal a annoncé l'ouverture d'une vaste enquête indépendante. Son rôle, faire la lumière sur les abus commis au sein des MEP depuis 1950. À ce jour, le père Camille est encore membre des missions étrangères. En février, il a été autorisé par les MEP à faire un saut dans sa mission en Thaïlande. C'est quand même autre chose que prêtre dans une paroisse dans l'ouest parisien, on ne devrait pas dire. Le temps de récupérer ses affaires et de faire ses adieux au Karen. L'Église, elle a une force d'inertie assez impressionnante. Donc de toute façon, je pense que c'est des bouleversements qui sont en cours. Donc cette exigence de vérité et puis de vérité de la mission elle-même, elle vient déjà et elle viendra. Vinay, la victime Karen du père Tigriat, nous a confié sa déception. Je n'ai plus envie de parler de ce qui m'est arrivé. Je me sens mal. Tous ces prêtres MEP qui sont venus me voir puis ont disparu. Jésus a dit de pardonner. Je crois que c'est ce que je vais faire. De retour à Paris, le père Camille attend toujours d'être fixé sur son sort. Il estime avoir accompli son devoir.